On approche les fêtes et à ce moment, ce temps-ci de l'année, c'est possible que tu sois invité à participer à des événements sociaux qui sont pas nécessairement toujours super confortables. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'explorer avec toi comment ça peut être difficile, puis quelques stratégies pour t'aider à passer au travers. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc, si tu me connais pas, je m'appelle Amélie Desveillées, je suis coach et experte en comportement TDAH. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai envie de décortiquer pourquoi c'est tellement difficile pour nous d'être dans des situations sociales qui nous rendent inconfortables et où on a tendance à un peu perdre le contrôle sur nos comportements. Aujourd'hui, en fait, on est dans l'épisode 158 du podcast. Et en fait, j'ai envie de toucher vraiment à ce sujet-là, qui est un sujet qui est pas nécessairement facile pour moi à explorer parce que je vais faire mon mea culpa. Je suis pas nécessairement la meilleure pour me retrouver dans des contextes sociaux et dans lesquels je me sens pas nécessairement à l'aise et briller par ma présence. Donc, par le passé, je te dirais que j'ai eu mon lot de situations où je ne suis pas particulièrement fière dans ma façon de gérer la situation. J'en ai eu dans l'enfance, une situation où c'était mon anniversaire et où je me suis un peu sentie obligée d'inviter des amis que j'avais pas vraiment, mais c'était pas vraiment des amis, c'était des collègues de classe, mais où j'avais pas vraiment envie d'inviter, puis ça a créé une situation où en fait, je me sentais pas vraiment la leader du groupe et j'ai perdu le contrôle. On se rappelle, j'avais 10 ans, là, donc je me donne un peu de crédit par rapport à ça. Et en fait, j'ai sorti un marteau pour menacer mes amis parce qu'elles me suivaient pas. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué personnellement parce que dans la réalité, je serais bien, même à cette époque-là, je serais très bien capable de comprendre que c'était pas du tout adéquat comme façon de gérer la situation, mais c'était malheureusement mon mécanisme de défense que j'ai développé dans l'enfance à chaque fois que je me sens dans un contexte social où je me sens rejetée. Je suis quelqu'un qui a tendance à avoir pas nécessairement de si grande facilité que ça à être en contact avec les gens. Peut-être que tu t'es un peu étonné de ça puisque j'ai un podcast puisque je partage quand même assez publiquement certains des aspects privés de ma vie. Mais dans la réalité, j'ai un bon contact social quand je sais quand c'est dans une situation où je me sens en contrôle. Tu sais, j'ai eu un commerce pendant plusieurs années et mon chum me disait tout le temps, mais t'es un PR extraordinaire. J'ai une grande capacité à rentrer en contact avec les gens quand je suis dans une situation où je me sens en contrôle. Quand je suis dans une situation où je ne suis pas en contrôle ou c'est dans une situation où peut-être que je suis en contact avec des gens avec qui j'ai pas l'habitude d'être ou je suis pas trop certaine de ce que j'ai le droit de discuter ou il y a des codes sociaux que je comprends pas. Ça va m'amener à vivre du stress et ça va m'amener à avoir de la difficulté à gérer adéquatement la situation, puis à avoir de la difficulté à être bien dans la situation, puis à sortir de là en étant fière de moi. Ça m'est arrivé souvent par le passé de vivre des situations où certains éléments pour me sentir confortable n'étaient pas clairement mis en place. Et tu sais, ce qui arrive, c'est que le but, en fait, d'un podcast comme celui d'aujourd'hui, c'est de t'aider à te poser des questions, pour essayer de comprendre, mais de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir confortable dans ce genre de situation? Peut-être que toi, la stratégie que tu vas développer, c'est d'essayer d'éviter ce genre de situation-là et c'est une stratégie qui est correcte, là, qui est valable. Ça se peut que tu dises, ben écoute, moi, j'ai pas du tout envie d'aller dans le party de Noël de mon conjoint ou de ma conjointe parce que c'est franchement difficile, parce qu'ils font juste parler de leur travail, puis parce que j'ai l'impression de faire la plante verte à côté d'eux. Puis je te comprends totalement, puis c'est adéquat et valable comme réponse. Mais si ce que tu as envie de faire, c'est de dire, écoute, c'est pas des situations où je suis particulièrement confortable, mais j'aimerais ça apprendre à l'être davantage parce que ben ça me tente ou parce que je sais pas moi, ça peut m'aider socialement parce que peut-être que dans ton travail c'est nécessaire. Ben en fait aujourd'hui j'ai envie d'explorer certaines des stratégies que tu pourrais peut-être utiliser pour t'aider à te sentir plus calme, apaisé dans cette situation-là. Donc, la première chose que je t'inviterais à faire, en fait, c'est de peut-être un peu anticiper, donc préparer à l'avance ce que tu vas vivre. Donc, essaie de te demander quelles sont les choses qui t'aideraient à apaiser la situation. Dans mon cas, une des choses que j'ai remarquées, c'est en fait si j'ai faim.
si je m'en vais dans une soirée et que je sais qu'on va probablement manger tard parce que ça fait partie de l'étiquette, je vais m'assurer de manger une collation à l'avance pour pas arriver là avec déjà énormément faim parce que je ne gère pas très bien cette sensation-là. Quand j'ai faim, j'ai tendance à devenir irritable, j'ai tendance à devenir même à la limite un peu très impatiente et même un peu agressive. Donc, je perds patience facilement, je perds un peu le contrôle sur mes émotions facilement quand j'ai faim et donc j'essaie de m'assurer de manger quelque chose qui va me permettre d'arriver là-bas, de pas être complètement affamée puis d'être juste très frustrée par la situation. Ça peut être aussi de clarifier les codes vestimentaires. Pour moi, m'habiller, c'est quelque chose qui est pas simple. J'ai de la difficulté à comprendre si je suis trop habillée ou pas suffisamment habillée. C'est quelque chose que je trouve complexe à comprendre, en fait, que je comprends pas vraiment. Mais je suis quand même capable de capter que j'ai pas fait la bonne chose, mais je suis pas capable de le comprendre à l'avance. Donc, peut-être que tu peux essayer de demander quel genre de code vestimentaire il va y avoir à cette soirée-là pour essayer de trouver des stratégies pour t'aider à te sentir bien dans la situation. Une chose que je vais t'encourager par contre à faire, c'est de mettre des vêtements qui sont confortables. Passer la soirée avec des vêtements qui sont inconfortables, puis si tu as une hypersensibilité au niveau, par exemple, des étiquettes ou des souliers que tu portes ou peu importe, ça va contribuer à te sentir mal et même si tu te trouves beau ou belle dans ce que tu portes, si tu n'es pas confortable dans ce que tu portes, ça va être vraiment difficile de passer la soirée à te sentir bien, tu sais. Ça va faire en sorte que tu as tendance à être beaucoup plus conscient ou consciente de ton corps et ça va te faire sentir mal. Tu sais, un vêtement où tu as une étiquette qui t'irrite. Personnellement, les étiquettes, c'est quelque chose que j'ai énormément de difficulté à fonctionner. Et s'il y a une étiquette qui m'irrite, ben je passe la soirée à être profondément dérangée par ça. Puis ça va faire en sorte que je vais occuper beaucoup de mon énergie à juste essayer de gérer mon inconfort au lieu de puis ça va limiter ma capacité à gérer tout ce qui reste. Donc, ça peut être ça. Donc, tu sais, je te parle de savoir est-ce que tu as besoin de manger, est-ce que c'est quelque chose qui va t'aider, de t'assurer aussi d'avoir peut-être l'aide au niveau de code vestimentaire si c'est quelque chose qui te stresse. Moi, une des stratégies que j'utilise souvent, c'est d'essayer d'avoir un niveau d'activité physique dans la journée qui va être suffisant pour me permettre de dépenser de l'énergie parce que si je dépense pas de l'énergie, j'ai de la difficulté à me gérer en soirée dans une situation de stress. Peut-être aussi de s'assurer de décider si tu y vas en partenariat avec quelqu'un, avec ton conjoint, ta conjointe, des amis, peut-être de décider à l'avance d'un mot que vous pouvez vous communiquer pour vous dire que ben vous en avez assez. OK? Parce que c'est sûr que c'est comme un peu complexe quand tu es rendu là-bas de dire à ton partenaire ouais, ben j'étais un peu tannée, on peut s'en aller. C'est comme un peu bizarre de faire ça devant les autres. Fait que peut-être que prends le temps à l'avance de définir un mot qui va être un mot sécuritaire, qui va te permettre d'envoyer un message à ton partenaire que, ben, je pense que tu en as eu assez puis c'est correct de partir. Parce que je préfère utiliser ce genre de stratégie-là qu'une stratégie d'une heure fixe parce que peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être que tu avais décidé, par exemple, de quitter pour 21h puis que finalement, à 21h, tu as du plaisir puis tu veux continuer. Je pense que c'est correct d'avoir une stratégie qui va plus s'adapter à la situation que plutôt quelque chose de fixe qui est à une heure précise. Par le passé, quand mes enfants étaient jeunes, je me suis souvent servie de mes enfants. Ah, la mauvaise mère! En fait, je me suis souvent servi du fait que j'avais des jeunes enfants pour justifier mon départ plus tôt, en disant les enfants ont besoin d'aller se coucher, on va s'en aller. Peut-être qu'ils sont rendus plus vieux. C'est un petit peu plus difficile de faire croire au monde qu'un enfant de 18 ans a besoin d'aller se coucher à 8 heures le soir, à 20 heures le soir. En fait, personne ne me croit. Mais donc, tu sais, peut-être sans nécessairement avoir à. Tu sais, je te demande pas de justifier les raisons pour lesquelles tu pars. C'est pas ce que je suis en train de te dire, mais je pense que de définir à l'avance une façon de communiquer à ton conjoint, ta conjointe ou à tes amis que, ouf, t'en as plein ton casse. Je pense que c'est correct de le faire. Ça va t'aider peut-être à te sentir plus en sécurité si tu sais que tu peux t'en sortir dans un délai qui est raisonnable pour toi, que tu n'auras pas à supporter la situation de façon prolongée où tu n'es vraiment pas bien.
Je t'inviterais aussi à peut-être prendre le temps de faire des choses dans la journée qui te font plaisir pour remplir un peu ta coupe de choses qui te font plaisir, de choses où tu te sens bien. Dans le but d'arriver à cette activité-là, dans cette soirée-là, et de te sentir un peu plus apaisé. Donc, la première partie de la stratégie reste à essayer d'y réfléchir un peu à l'avance, mais de quoi j'ai besoin pour m'assurer que je mets le plus de chances de mon côté de me sentir bien. OK? Une partie de cette stratégie-là aussi que je t'inviterais à considérer, c'est est-ce qu'il y a des sujets qui sont idéalement à éviter? Donc, des sujets sur lesquels toi, tu as de la difficulté à pas t'emballer. Peut-être que c'est quelque chose de très émotif pour toi. Peut-être que c'est quelque chose qui a une charge importante pour toi. Peut-être que je t'inviterais à définir à l'avance ces sujets-là puis à essayer de les éviter. Ou si c'est des sujets où tu as tendance à être extrêmement hyper focus puis à avoir de la difficulté à contrôler le fait de ne pas parler de ce sujet-là pendant 3 heures. Puis je t'inviterais peut-être à faire le bilan de ces choses-là puis te demander, bon, peut-être que ça serait mieux d'éviter de parler de ces sujets-là parce que c'est des sujets où tu as plus de risques de perdre le contrôle, surtout si tu fais face à quelqu'un qui n'a pas du tout la même opinion que toi et qui va faire en sorte que ça va envenimer la situation. Donc, je t'inviterais peut-être à faire le bilan à l'avance pour être capable de définir est-ce que je peux trouver une façon de pas aller sur ce sujet-là. Puis c'est correct aussi de te donner le droit de dire à quelqu'un, écoute, je préfère ne pas en parler. Ce n'est pas un sujet qui est confortable pour moi. Sur ça, je t'amène aussi à peut-être définir une forme de petite phrase que tu pourrais te répéter lors de situations où peut-être qu'un certain mononcle va avoir un verre dans le nez, il va absolument avoir envie de parler politique avec toi, alors que pour toi, c'est un sujet qui est très délicat parce que tu as des visions qui sont extrêmement à l'opposé du sien. Une phrase que personnellement j'ai développée, que j'utilise encore après, ça fait combien d'années que j'utilise cette phrase-là? Vraiment, vraiment longtemps, plusieurs années, je te dirais une dizaine d'années. C'est chacun a raison dans sa réalité. C'est une phrase que je me répète et c'est une phrase que je vais même verbaliser à l'autre. Chacun a raison dans sa réalité. C'est une façon un peu de mettre fin à la conversation. C'est une façon de faire en sorte que je ne m'oppose pas à ce que l'autre dit, mais je ne partage pas non plus ce que je vis juste parce que ce que je veux, c'est ne pas envenimer la situation. Parce que je sais très bien que si je rentre dans ce genre de conversation-là, comme c'est des sujets qui sont émotifs pour moi, je vais avoir tendance à devenir très émotive. Puis quand je deviens émotive, je vais avoir tendance à devenir peut-être un petit peu plus irritable, agressive. Je vais vouloir c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, si je me fais confronter là-dessus, c'est des sujets qui sont difficiles. Donc, je t'inviterais peut-être à développer une petite phrase comme ça que tu peux te répéter, qui va t'aider à t'ancrer dans le fait que c'est une question de point de vue. Et que parfois, c'est correct d'accepter que l'autre n'a pas le même point de vue, pardon, je m'en fâche dans mes mots, et que c'est correct de respecter ça. Donc, je t'inviterais, comme je te dis, faire le bilan de ce que tu as besoin pour te sentir bien physiquement et mentalement. Prendre le temps de faire des choses qui te font du bien, peut-être d'aller prendre des marches, peut-être de manger de la nourriture avant d'y aller pour t'assurer que tu n'as pas faim, t'assurer d'avoir essayer peut-être de demander le code vestimentaire dans le but de trouver des vêtements qui sont agréables et confortables pour toi, peut-être faire le bilan des sujets qu'on va essayer d'éviter, trouver une petite phrase, un petit mantra pour t'aider à un peu mettre fin à une conversation quand tu n'es pas confortable d'aller sur ce terrain-là et que tu veux être capable de te calmer. Définir à l'avance d'une façon de se communiquer si tu y vas avec quelqu'un qui est correct de partir. Tu peux aussi utiliser la stratégie. J'ai souvent vu ça plus dans le domaine des dating, mais de le dire, si tu y vas toute seule à une activité, tu peux le dire à quelqu'un, écoute, aux alentours de telle heure, par exemple, à 21h30, est-ce que tu peux m'appeler? Puis, je vais te le dire, tu sais, si jamais je te dis telle chose, dis-moi qu'il faut que je revienne en urgence, puis je vais pouvoir dire, ah, j'ai une urgence, je dois partir. C'est correct de faire ça. Sincèrement, c'est très correct de faire ça. Si tu te sens pas bien, si tu sens que tu es dans une situation où tu vas perdre le contrôle un peu sur comment tu te sens, c'est très, très, très correct de développer à l'avance des stratégies te permettant de
sortir de là de façon socialement acceptable. Ensuite, ce que je te dirais, c'est que pendant la soirée, je te dirais d'essayer d'être à l'écoute de tes signaux physiques. Il y a plusieurs signaux physiques que ton corps va émettre, qui va te dire que on est en train de perdre un peu le contrôle. Dans mon cas, souvent, c'est je serre la mâchoire. J'ai tendance à avancer la mâchoire inférieure et à serrer les dents. Donc, mon dentiste se fâche contre moi parce que j'abîme mes dents comme ça, mais c'est un signe pour moi que, oups, il y a quelque chose qui va pas. Je suis en train d'avoir un moment de frustration. Ça peut être aussi de serrer les poings, ça peut être d'avoir mal au ventre, ça peut d'avoir tendance à avoir soit les pieds froids, les pieds chauds, la face qui devient rouge, tu sais, plusieurs signaux physiques qui vont dire que on commence à aller moins bien. Si tu as la chance d'être avec un partenaire ou une partenaire pendant cette soirée-là, peut-être que de les conscientiser par rapport à ça, puis de leur demander, écoute, si tu me vois dans cet état-là, peux-tu venir me dire discrètement, tu sais, Amini, prends ça doux, tu sais, pour être capable de t'aider de sortir de cet état-là. Parce que la réalité, c'est que on peut pas empêcher que tu fasses quelques faux pas sociaux dans une soirée comme ça. Tout le monde va en faire. Ce qu'on veut, c'est t'aider à faire en sorte que si ça arrive, tu te désorganises pas complètement puis que tu t'en viennes pas à faire des conneries comme aller chercher un marteau à l'âge de 10 ans ou à parler trop fort ou à émettre une opinion qui jette un gros froid dans la situation qui tue complètement l'ambiance, qui fait en sorte que tu te sens pas bien. L'objectif, c'est ça, c'est de faire en sorte que quand ça va arriver, que tu vas te mettre un petit peu les pieds dans les plats, d'être capable de te rattraper le plus rapidement possible. C'est ce qui est vraiment pas simple avec un TDAH. Une des choses aussi qu'il faut apprendre à travailler, c'est doucement reconnaître que la personne avec qui tu as une conversation, ça se peut qu'elle n'ait pas nécessairement la même vision que toi, ça se peut qu'elle n'ait pas nécessairement des champs d'intérêt, ça se peut que tu aies tendance à couper dans la conversation, ça se peut que tu aies tendance à émettre des opinions puis qui blessent et qui froissent l'autre. Ça fait partie du TDAH. On est des gens qui sont spontanés, on est des gens qui ont tendance à vouloir exprimer ce qu'ils ressentent, puis même souvent bien au-delà de ce qu'on pense, parce que moi, en tout cas, si t'es comme moi, ça m'arrive souvent de dire des choses que je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Je pense vraiment même pas ça, ou je pense pas à ce point-là, ou peut-être que c'était pas adéquat. Donc, ce que je veux t'aider à faire, en fait, c'est parce que quand tu rentres là-dedans, puis que tu te mets à avoir honte de ce que tu as dit, plus tu as honte de ce que tu as dit, plus, en général, ça peut amener plusieurs genres de réactions, mais souvent, ce que ça va amener, c'est que soit tu vas complètement te retirer, ce qui est souvent mon cas, moi, je vais fermer complètement, je vais me retirer de la conversation, puis là, mon chum me dit que j'ai de l'air bête. Je mets en anglais, resting bitch face. Donc, je mets ma face où j'envoie clairement le message que je n'ai plus du tout envie de parler avec personne. Et là, je pense que je fais peur au monde. Tu fais ça, c'est pas. Non, je suis capable d'avoir l'air vraiment bête. Donc, je viens comme ça, puis tu sais, dans la réalité, j'ai pas nécessairement envie d'être comme ça, c'est juste que là, il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, puis j'ai de la difficulté soit à l'exprimer, soit à trouver une façon de me calmer, puis c'est la stratégie malheureusement que j'ai développée, soit celle-là, soit de dire des choses que je devrais pas dire ou de faire des choses que je devrais pas faire, puis là, c'est vraiment ça amplifie encore plus parce que plus je me mets les pieds dans les plats, plus j'ai honte de ce que je fais, plus j'ai honte de ce que je fais, plus je vais mettre les pieds dans les plats. Donc, c'est une belle petite roue qui tourne et mon objectif ici, c'est d'essayer de t'aider à reprendre le contrôle là-dessus puis à casser un peu ce mécanisme-là pour faire en sorte que, oui, ça va t'arriver de faire des choses qui sont peut-être pas nécessairement super adéquates, mais de te prendre au fait un peu si tu veux puis d'arriver à te calmer. Donc, une des stratégies, moi, que j'utilise, c'est souvent, je vais chercher à m'occuper. Je vais trouver des choses à faire concrètement. Donc, je vais, par exemple, m'occuper des enfants, je vais jouer à des jeux de cartes avec mes enfants, je vais aider à ramasser des choses. Je vais essayer de trouver des façons de m'occuper. Ça va m'aider souvent à gérer un peu le stress que je peux vivre dans ce genre de situation-là. Mais à la base, ce que je te dis, c'est de reconnaître l'état dans lequel tu es. Et surtout, une des choses qu'on fait quand on a un TDAH, c'est qu'on a tendance à ruminer énormément. Donc, si, par exemple, en début de soirée, tu fais comme moi l'année passée au party de Noël de ton conjoint, puis tu passes un commentaire qui était peut-être pas super adéquat sur une situation de, peu importe, par rapport à nos enfants,
Mais j'ai passé littéralement le reste de la soirée à me taper sur la tête, à me dire que j'étais donc pas une bonne personne parce que j'aurais pas dû dire ça. Puis il est encore, en fait, il est principalement là le problème. Plus tu vas te taper sur la tête, plus tu vas ruminer, plus tu vas t'auto-flageller, moins tu vas arriver à t'en sortir. Puis ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est comment tu peux faire pour travailler tranquillement à sortir de là. Donc peut-être que une des choses à faire, c'est d'essayer de changer quelque chose. Donc, peut-être, mettons, d'aller chercher à manger ou d'aller chercher un verre ou de changer de volontairement de sujet. Je sais que c'est difficile, mais je te dirais qu'une des stratégies que j'ai développées, c'est le fait de prendre une pause. Donc, quand je constate que je suis dans cet état-là, je volontairement choisis d'arrêter de parler, de prendre une pause et d'essayer de me demander qu'est-ce que je veux être dans ce moment-là. Je te rappelle que quand tu vis un moment où tu te sens dysrégulé, en fait, c'est déjà si tu as accumulé tous les facteurs pour faire en sorte que c'est difficile pour toi d'être régulé, ça prend pas grand-chose pour provoquer une dysrégulation. Donc, quand tu es dysrégulé, dans ton cerveau, ça va durer 90 à 120 secondes. Le problème, c'est que nous, on nourrit ça. C'est un peu comme un feu. Donc, tu vas avoir une étincelle qui va s'activer. Si tu nourris cette étincelle-là, ça va finir par donner un feu puis ça va brûler pendant des heures. C'est la même chose avec ton cerveau. Donc, l'objectif, ce qu'on veut, c'est d'apprendre à développer le mécanisme de dire, je vais essayer de prendre une pause parce que j'observe que j'ai serré les mâchoires, j'observe que j'ai serré les poings, j'observe que j'ai un flash de chaleur, je me sens pas bien. Je prends le temps de respirer là-dedans puis de laisser ça décanter. Puis je me demande, maintenant que c'est passé, qu'est-ce que je veux être de l'autre côté? Parce que le problème, il est beaucoup là. Il est dans le fait que on laisse ça prendre toute la place. On laisse ce petit moment-là où tu as fait peut-être une erreur prendre toute la place et teinter tout le reste de ta soirée et même peut-être de la nuit, peut-être de la journée, peu importe quand est-ce que ça s'est passé. Et c'est ça qu'on veut apprendre à développer. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de faire des faux pas, c'est normal de dire des choses qu'on devrait pas, c'est normal, c'est très normal. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que au lieu d'arriver à gérer l'inconfort, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on interprète. Tu sais, c'est sûr que quand tu vas dire quelque chose qui est bizarre, qui est un peu inadéquat ou peu importe, ça va créer un froid. Et quand ça crée un froid, notre cerveau va interpréter ça comme une certaine forme de rejet. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, les gens vont pas nécessairement te rejeter, mais toi, tu vas l'interpréter comme du rejet. Puis si tu l'interprètes comme du rejet, ton cerveau, lui, va se mettre en mécanisme de protection. C'est ça qu'on veut essayer de travailler. On veut essayer de se dire, je me sens quand même en sécurité. Donc, reconnaître tes signes physiques, avoir des gens autour de toi à qui tu peux faire confiance, avoir un mot ou une façon de communiquer à ton partenaire, ta partenaire qui est l'heure de partir, avoir ce qu'on appelle en anglais un escape plan, tu sais, d'avoir peut-être sinon quelqu'un qui t'appelle à une heure donnée où tu vas pouvoir trouver une façon de te sortir de la situation. Donc, ou avoir des stratégies comme de t'occuper, de participer, de t'impliquer, ou tout simplement de rien faire. Peut-être que toi, c'est plus facile de rien faire, de te mettre en mode observation, puis d'essayer de juste passer une bonne soirée. Mais ce que je te dis, c'est que ce qui est important, c'est que au final, ce qu'on veut surtout pas, c'est que tu utilises cette soirée-là pour démontrer que tu n'es pas correct, que tu n'es pas à la hauteur. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été super bien, ou peut-être qu'il y a des choses où il y a même peut-être des gens qui font exprès, qui vont volontairement essayer de faire de la chicane. Plus tu vas en prendre conscience, plus tu vas le voir arriver, plus tu vas t'outiller dans qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien, plus tu vas être capable de vivre ce genre de situation-là. Je te dis pas que tu as nécessairement du plaisir. J'ai pas beaucoup de plaisir, moi, dans ce genre de situation-là, mais au moins, je suis capable de faire la paix avec le fait que c'est correct des fois que ça soit pas super le fun, puis tout ce qui compte, c'est dans le cas d'aller au party de Noël de mon conjoint, c'est de faire plaisir à mon conjoint. Ou c'est peut-être de passer une soirée avec ta famille, puis c'est correct comme ça. Donc, le but ici, c'est pas... comme je te dis, c'est ton choix à toi, c'est d'éviter la situation. C'est très, très, très valide, puis je le comprends très bien. Mais c'est aussi valide que de dire, écoute,
je vais essayer, je vais faire de mon mieux, je vais accepter que je ne serai pas parfait ou parfaite et je vais me pardonner quand je vais faire des erreurs parce que c'est sûr que tu vas en faire. OK? Donc, j'espère que ce podcast-là va t'aider à te sentir moins seul. Je te jure que j'en ai plein d'histoires, même encore aujourd'hui, où je peux te dire, ah, c'était peut-être pas super ce que j'ai fait là. Plus tu vas en être gêné à avoir de la honte par rapport à ça, plus tu vas lui laisser prendre la place. C'est pour ça que je t'ai partagé cette histoire-là, parce que, sincèrement, je suis pas nécessairement vraiment fière de ça, mais j'essaie de ne pas en avoir honte parce que je me dis, la petite Amélie de 10 ans, elle savait pas quoi d'autre faire. Tu sais, elle s'est faite mettre dans une situation où elle était vraiment pas bien, elle se sentait pas respectée, elle se sentait pas appréciée, puis elle savait pas quoi d'autre faire, puis elle était profondément blessée. Puis j'ai énormément d'empathie pour cette petite fille-là que j'ai été, qui se sentait pas capable de faire face à la situation, puis qui a fait de son mieux, même si c'est totalement inadéquat, puis que sincèrement, si je pouvais y retourner, je le ferais pas. Mais ça a été fait. Maintenant, je m'en sers pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin, puis ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'avoir l'empathie envers moi. J'ai besoin de répondre à mes besoins physiques. J'ai besoin de me sentir en sécurité avec un partenaire qui comprend que c'est pas nécessairement le genre de situation où c'est extrêmement facile pour moi. Et ça m'aide beaucoup à vivre ça beaucoup plus sereinement. Donc, sur ça, j'espère que ça t'aide à passer au travers de cette période-là qui est comme, pour moi, très mélangée. C'est une période où je suis très contente, puis en même temps, c'est une période où je suis énormément challengée en termes de mes besoins et limites. Et je t'invite à avoir beaucoup, beaucoup de douceur et d'empathie avec toi parce que c'est pas une période qui est facile. Tout le monde est stressé. Tout le monde a peur de déplaire. Tout le monde a peur de décevoir. Puis, donne-toi de la douceur et de l'empathie. Donc, sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.